Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble le fonctionnement d'un PWM. Alors souvenez-vous, dans EP36, lorsqu'on a vu les moteurs à courant continu, je vous ai dit que ce petit montage PWM permettait de faire varier la vitesse du moteur sans jouer sur sa tension d'alimentation. Alors on en a parlé aussi de ce PWM lorsqu'on a vu les MOSFET dans EP38. Et ce PWM va être basé sur le circuit 555, donc le timer. On a eu l'occasion d'étudier le 555 dans EP25 lorsqu'on a vu ses montages en astable et en bistable. Alors je vous encourage à revoir ces trois vidéos, donc EP25, EP36 et EP38, de manière à vous remémorer la théorie qu'on a vue précédemment. Alors, si vous découvrez la chaîne et que vous appréciez mon travail, eh bien, merci de vous y abonner et d'actionner la petite cloche. Ça va vous permettre d'être informé lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et puis, laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de mon travail et éventuellement, laissez-moi aussi vos questions. Alors, certaines personnes dans les vidéos précédentes m'avaient demandé de disposer des différentes planches que j'utilise pour mes explications, donc les schémas, etc., enfin les différents graphiques que j'utilise. Et vous trouverez les planches donc relatives à cette vidéo dans la description. En attendant de lire vos commentaires, je vous souhaite une bonne vidéo. Voici le schéma de notre PWM. Alors tout d'abord, que veut dire PWM ? Eh bien, c'est Pulse with Modulation. Modulation d'une largeur d'impulsion. Alors, pourquoi modulation d'une largeur d'impulsion ? Eh bien, considérons qu'on a un moteur à courant continu ou un éclairage dont on veut faire varier l'intensité. Plutôt que de faire varier l'amplitude de la tension d'alimentation, on va faire varier la largeur d'une impulsion qui a une amplitude constante. Dans ce cas-ci, ce sera Vmod. Plus on va élargir l'impulsion, plus notre moteur va accélérer. Et plus on va rétrécir l'impulsion, plus le moteur va ralentir. Alors, comme je vous l'ai dit, notre PWM, il est basé sur un timer 555, qui lui-même va piloter un transistor MOSFET, qui lui sera capable de délivrer le courant nécessaire au fonctionnement du moteur ou du système quelconque qu'on veut moduler. Pour comprendre le fonctionnement de notre PWM, on va devoir revenir au fonctionnement du 555. Voici le schéma bloc de notre timer 555. Alors la première chose qu'on voit, c'est qu'entre la masse 0 V et le plus VCC plus 12 volts, on a une série de 3 résistances de valeur identique. Ces 3 résistances vont composer un diviseur de tension. Donc on aura à la première résistance plus 4 volts, plus 8 volts au deuxième, et bien sûr plus 12 volts en VCC. Si vous ne savez plus comment fonctionne le diviseur de tension, je vous engage à aller voir la vidéo sur le pont diviseur de tension. D'autre part, j'ai barré la pin reset parce que dans notre cas, elle ne servira pas. Donc en fait, le reset est mis à plus VCC. Et j'ai barré aussi la pin control voltage parce qu'elle ne servira pas. Donc elle est connectée à la masse à travers un petit condensateur. Il nous reste la sortie, la pin numéro 3, donc qui va être la sortie de notre timer 555. Et on a aussi une autre sortie qui est la sortie discharge, qui est en fait une copie conforme de ce qu'il y a à la sortie numéro 3. Revenons au fonctionnement de notre PWM. Donc tout d'abord, je vous ai mis ici en bas le graphique de ce qui se passe à la sortie, donc la pin numéro 3, ce qui se passe à la pin discharge, la pin numéro 7, et aussi la charge et la décharge de notre condensateur C1, donc qui apparaît à la pin 2 et à la pin 6 de notre 555. Alors tout d'abord au repos, on voit que la tension à la sortie est à 0 V. Lorsqu'on met la tension VCC, on a la sortie qui bascule et qui passe à 12 volts. Et en même temps, à travers R1, D1 et une partie du potentiomètre R2, donc en fonction de sa position, on va charger le condensateur C1. Et on voit donc ici la charge de notre condensateur C1 sur le graphique en bleu. Lorsque la valeur de la tension aux bornes de C1 va atteindre le seuil threshold, donc je vous ai dit c'était 8 volts, on voit ici il a atteint 8 volts, à ce moment-là, on a la sortie qui va basculer
donc qui redescend à 0, mais en même temps qui entraîne la pin numéro 7, la pin discharge, à 0. Lorsque la pin discharge tombe à 0, via l'autre moitié du potentiomètre et la diode D2, on va décharger notre condensateur C1. Et on voit d'ailleurs ici le temps de décharge de ce condensateur C1. Et bien entendu, en fonction de la position du curseur sur la résistance R2, eh bien, les temps de montée et les temps de descente de la charge de notre condensateur vont varier. Lorsque la tension aux bornes de C1 va retomber à 4 volts, on va de nouveau avoir un trigger qui va refaire basculer la sortie et le cycle comme ça va se répéter. Ça c'est pour le fonctionnement interne du 555. Ensuite, on peut voir qu'en parallèle sur ce circuit, j'ai mis un condensateur de 1000 microfarads qui va servir simplement à filtrer l'alimentation VCC. D'autre part, à la sortie 3, on voit que j'ai mis une résistance de 100 ohms en série avec le gate du MOSFET. Alors pourquoi une résistance de 100 ohms? Eh bien, il faut savoir que comme on a des flancs de montée qui sont relativement raides, et qu'on doit charger la capacité parasite entre la gate et la source, on risque d'avoir des pointes de courant trop importantes. Donc pour limiter le courant de sortie de notre 555, j'ai mis une résistance de 100 ohms en série. D'autre part, vous voyez aussi qu'en parallèle sur le moteur, j'ai monté une diode qu'on appelle la diode de roue libre. Alors, on a déjà eu l'occasion de parler de cette diode de roue libre quand on a vu les relais. Si vous avez oublié à quoi elle sert, je vous engage à revoir la vidéo sur les relais. Alors donc, au niveau du fonctionnement, le temps on du 555 est déterminé par le temps de charge à 2/3 de VCC. 2/3, donc je vous ai dit, parce qu'on a un pont diviseur à 3 résistances. Et le temps off du 555 est déterminé par le temps de décharge de C1, en dessous de 1/3 de VCC, donc ces fameux 4 volts. Et dans ce PWM, les deux paramètres sont réglés via un potentiomètre R2, que voilà, et les deux diodes D1, D2. Lorsque le curseur du potentiomètre est plus proche de D1, donc lorsqu'il est vraiment à gauche, il provoque une diminution du temps de charge. Et lorsque le curseur du potentiomètre est plus proche de D2, il provoque une diminution du temps de décharge. Donc, en fonction de la position du curseur de ce potentiomètre, eh bien, on aura les temps de charge et les temps de décharge de notre condensateur qui vont varier. Et on va voir maintenant de manière pratique sur le setup comment ça se passe dans la réalité. Alors, voici notre petit setup de travail. Donc, ceci correspond au schéma que je vous ai montré précédemment. Donc, on a le 555, la grosse capa donc, qui fait le filtrage de l'alimentation, le potentiomètre avec ses deux diodes 41-48. On a le MOSFET donc, dont la gate est alimentée via une résistance de 100 ohms par la pin 3 du 555. Alors j'ai mis le probe jaune, donc le canal 1 de l'oscilloscope, justement sur cette sortie numéro 3 du 555. J'ai mis le probe rouge de l'oscilloscope sur la pin 7, donc la pin discharge. Et j'ai mis le probe bleu sur le condensateur, donc qui mesure la tension aux bornes du condensateur. Alors comme vous pouvez le voir, si je fais varier le potentiomètre, eh bien, je vais faire varier la vitesse de mon moteur. Et donc, plus l'impulsion est large, plus le moteur tourne vite, et plus l'impulsion est étroite à la sortie du 555, et plus le moteur tourne lentement. Alors voici sur l'oscilloscope les trois signaux que je mesure sur le circuit 555. Donc on a tout d'abord en jaune la pin numéro 3 qui est la sortie du 555. En rouge on a la pin numéro 7 donc qui est la sortie discharge qui va permettre de décharger le condensateur. Et en bleu on a la tension qui est aux bornes du condensateur. Alors au niveau des calibres on a 10 volts par division pour le canal 1 et canal 2.
et on a 5 volts par division pour le canal 3, donc la charge et décharge du condensateur. Et donc, on a 4 volts la partie inférieure et 8 volts la partie supérieure de ce signal aux bornes du condensateur. Alors, on va voir maintenant qu'en faisant varier le potentiomètre, on va augmenter le temps de charge du condensateur. Et donc, on voit que la sortie du 555 est à 1 pendant tout le temps de la charge du condensateur. Donc on voit ici la partie charge du condensateur. Eh bien la sortie du 555 est à 1. Et pendant toute la période de décharge du condensateur, la sortie est à 0. On voit aussi que la pin numéro 7 suit pratiquement le signal de sortie, sauf qu'elle est un tout petit peu en retard au niveau du flanc de montée, mais au niveau du flanc de descente, c'est pile poil. Donc au moment où la pin 7 tombe à 0, on voit que le condensateur commence à se décharger. Alors, plus j'augmente le potentiomètre, plus je tourne le potentiomètre, plus le temps de charge augmente, et donc plus la vitesse de mon moteur augmente. Si je tourne dans l'autre sens le potentiomètre, eh bien je diminue le temps de charge, et je diminue aussi la vitesse de mon moteur. Alors une petite parenthèse sur le datasheet du 555, donc voyons ensemble les choses qui sont importantes. Donc tout d'abord on voit que c'est un petit bloc à 8 pattes. Alors le schéma bloc on l'a déjà vu donc précédemment lorsqu'on a étudié le fonctionnement. Dans les caractéristiques, voyons quelles sont les caractéristiques intéressantes à mémoriser. Donc on a d'abord la tension d'alimentation maximum, on voit que c'est 16 volts, comme je vous l'ai dit. On a le threshold voltage, si on considère un VCC à 15 volts, le threshold est à 10 volts. Donc c'est bien à 2/3 de 15 volts. Dans notre cas, comme on avait une tension d'alimentation de 12 volts, eh bien on avait 8 volts de tension de threshold. Le trigger voltage, lui, il est à 5 volts, toujours pour un VCC de 15 volts, donc ça fait 1/3. Dans notre cas, c'était 4 volts. Alors on a aussi deux paramètres relativement importants, c'est le flanc de montée et le flanc de descente, ils sont donnés pour 100 nanosecondes. Mais le fabricant dit que ce paramètre n'est pas testé à 100% sur tous les composants qui sortent de sa ligne de production. Donc je pense que avec ça, vous avez déjà des informations relativement complètes sur le fonctionnement du 555. Il y a encore une autre information qui est intéressante, c'est le courant de sortie maximum donc, que vous pouvez tirer sur la pin 3, c'est de 200 mA. Alors pour ceux qui ont besoin d'un PWM mais qui n'ont pas vraiment envie de le fabriquer eux-mêmes, voici un exemple de ce qu'on peut trouver sur le web. Donc dans ce cas-ci, pour une dizaine d'euros, vous avez deux circuits comme celui-là. Alors vous trouverez bien entendu le lien de ce circuit dans la description de la vidéo. Ce que j'ai trouvé intéressant sur ce circuit, c'est que d'une part, il fonctionne entre 12 volts et 40 volts, avec un courant maximum de sortie de 8 ampères. Alors ça fait déjà pas mal de watts. Et d'autre part, ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il possède un petit régulateur 7812, donc un régulateur 12 volts, qui va permettre, à partir de la tension d'entrée, de fabriquer le 12 volts de fonctionnement du 555, qui se trouve ici en bas, ce qui permet d'avoir sur le MOSFET une tension supérieure à 12 volts, tout en gardant le 12 volts pour le 555. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo consacrée au PWM sur base d'un 555 et d'un MOSFET. Alors si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes moyens. Et vous trouverez dans la description de la vidéo des liens qui pointent vers, d'une part, le datasheet du 555 et du MOSFET que j'ai utilisé. Et vous trouverez aussi une copie de la planche que j'ai utilisée pour vous expliquer le fonctionnement du PWM. En attendant de lire vos commentaires et vos questions, je vous souhaite une bonne réussite dans vos projets et à bientôt pour une autre vidéo.